sida n'est pas une fatalité. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Christine Rouziou, virologue à l'hôpital Necker à Paris. Alors après avoir discuté de la lutte contre le sida en Afrique notamment, mais en tout cas on a discuté des inégalités géographiques dans le monde, on va se replacer dans une perspective plus nationale et on va parler de la prévention, du dépistage et des perspectives de traitement en France. Alors pour commencer, si on aborde la question du dépistage et de la prévention en France, il faut déjà montrer quelques chiffres et savoir dans quel contexte on se place. Merci beaucoup. Environ 6100 personnes sont dépistées comme séropositives chaque année. Est-ce que cette part, en tout cas ce chiffre, est en évolution? Non, ce chiffre est relativement stable. Il est à la fois un beau résultat et à la fois un échec. Puisqu'en fait, on sait que la population de séropositifs est estimée à 140 000, 150 000 en France. Et que 90, 100 000 personnes sont suivies et la majorité sous traitement. Donc ça veut dire que suivant les intervalles de confiance, on a environ 30 à 40 000 personnes qui ne se savent pas séropositives et qu'il faut aller chercher. Parce qu'encore une fois, le mieux c'est d'être dépisté tôt pour avoir accès au traitement tôt. Et donc il y a un bénéfice individuel évident pour plus on est traité tôt, moins on fera la maladie et plus on vivra facilement avec le VIH et les traitements. Et moins, mais un bénéfice collectif évident, c'est plus on est... Enfin, un patient qui est sous traitement a beaucoup moins de virus dans l'organisme. On bloque ce qu'on appelle la réplication virale. C'est-à-dire que la cellule infectée ne va pas produire du virus, on la bloque, on bloque la réplication. Et donc du coup, il n'y a pas de virus dans l'ensemble de l'organisme, mais il n'y a pas de virus dans les sécrétions cervico-vaginales, dans le sperme, dans le liquide séminal. Et de fait, le risque de transmission sexuelle est extrêmement bien réduit par les traitements. Donc les traitements sont efficaces au plan individuel. On a un bénéfice individuel évident de ne pas contaminer ses partenaires. Beaucoup sont très anxieux à l'idée de contaminer leurs partenaires, donc évidemment il y a ce bénéfice aussi qui est individuel. Mais on a un bénéfice collectif. Plus on trouvera de positifs et qu'on mettra sous traitement, plus on réduira l'extension de l'épidémie. Et donc ces chiffres de 6 000 qui sont stables sont pas si satisfaisants. Il faut qu'ils se réduisent pour montrer que l'épidémie se réduit. Et donc, on cherche à jouer sur, du coup, les 30 000 à 50 000 personnes qui ignorent leur séropositivité, parce que ce sont eux, finalement, qui ont le plus de chances de transmettre le virus. Oui, parce que tous nos chiffres récemment obtenus grâce à une grande cohorte nationale, la cohorte FHDH, montrent que les patients qui sont sous traitement sont de mieux en mieux traités. Ils ont vraiment de plus en plus des taux de charge virale vraiment extrêmement bas. On dit charge virale indétectable tellement c'est bas. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas contaminants. Donc plus on aura de sujets bien observants, sous traitement, non contaminants, plus l'épidémie va se réduire, à l'évidence. Par contre, comment cibler les populations qui continuent à s'exposer, qui continuent à s'infecter? Comment faire du dépistage? C'est une grande question, parce que au début, il y a eu ces campagnes où on disait on va faire du dépistage dans toute la population française. On sait très bien que toute la population française n'est pas exposée. Aussi large. Et cibler aussi large, c'est pas du tout coût efficace pour le coup. C'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, et depuis le début, moi je n'imaginais pas un instant que ça puisse être efficace. Alors que du dépistage ciblé vers des populations que l'on sait qui s'exposent, qui n'ont pas forcément été bien informées et qu'il faut vraiment amener et conduire au dépistage bien régulier avec une association à l'information, serait beaucoup plus efficace. Et là, on a plusieurs programmes qui nous montrent bien, notamment l'efficacité de programmes vers les jeunes homosexuels. D'accord, donc notamment dans le Marais, c'est ce que... Donc notamment, il y a plusieurs programmes dans le Marais, un programme mené par Aide, un programme mené par Checkpoint. Moi, je participe au programme Checkpoint et je dois avouer que je trouve ces programmes de recherche opérationnelle extrêmement intéressants parce que, d'abord, ils l'ont construit avec beaucoup d'enthousiasme et d'efficacité
en milieu gay, mais en même temps, ce milieu gay est absolument indispensable parce que c'est pas si facile d'aller chercher un test chez son docteur et que c'est beaucoup plus facile d'aller dans une boutique dans le Marais où c'est gratuit. Donc on s'adapte là encore finalement au public. Voilà, qu'on et cherche donc ça a été une étape quand même de faire le dépistage hors les murs, c'est-à-dire ni au laboratoire d'analyse médicale, ni à l'hôpital, mais en dehors et dans des structures. Donc il a fallu qu'on obtienne ces autorisations de la DGS pour faire ce dépistage. Nous, au Checkpoint, c'est plutôt dans les structures médicalisées, ce qui fait que ça nous a permis d'avoir des jolis résultats montrant que l'intérêt de ce dépistage dans les murs, d'abord il est très attractif, la boutique est continuellement pleine, il y a beaucoup, ça plaît et ça, l'accès à l'information est visiblement bénéfique et on voit que beaucoup de ces jeunes ont compris que le dépistage était lui-même une démarche de prévention. D'accord. Je fais attention, je me dépiste pour bien montrer que j'ai bien fait attention et malgré tout, nous avons quand même, on montre qu'on a des contaminations. Oui. Et des contaminations récentes. Plus on se dépiste souvent, plus quand on les dépiste positifs, ça veut dire que c'est récent. Tout à fait. Donc on a quand même des indices qui nous montrent que l'épidémie continue dans des régions comme la région d'Île-de-France, beaucoup dans le Marais, et donc c'est très préoccupant. D'accord. Et alors justement, sur le dépistage, apparemment j'ai entendu dire qu'il y en avait deux types, un dépistage classique et un dépistage rapide, qui serait donc plus facile à entreprendre, entre guillemets. Quelle est la différence ? Le dépistage classique, c'est soit un médecin qui prescrit un test et on va au laboratoire d'analyse médicale, soit on va à l'hôpital, ou alors c'est l'accès au dépistage gratuit dans les centres de dépistage anonymes et gratuits. C'est fait avec des tests ELISA, des tests sérologiques qui prennent juste quelques heures, mais le temps du rendu de résultats, etc., peut d'un centre à l'autre, le laboratoire rend le résultat le lendemain ou 3 jours après. Enfin, ça demande un certain délai, c'est de qualité de référence irréprochable et c'est bien. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas éliminer ces tests-là. Par contre, les tests de dépistage rapide, sont des tests où on fait une petite piqûre au bout du doigt et simplement avec une goutte de sang qu'on met dans ces tests, ça suffit pour avoir un résultat en 30 minutes ou 40 minutes, voire 10 minutes sur certains de ces tests. Ce sont les TROD, tests à réponse rapide, qui sont possibles dans les structures de soins un peu particulières, soit justement ces centres de dépistage hors les murs, comme je citais tout à l'heure, qu'on peut utiliser aussi dans les centres, dans les laboratoires, mais voilà, c'est pas encore, c'est autorisé depuis quelques années en France, et c'est extrêmement agréable parce que du coup le patient il n'a plus que 40 minutes à attendre son résultat. Il faudrait même peut-être jouer sur ça, sur cette courte durée, pour faire campagne pour le dépistage. Voilà, et du coup on a les résultats excellent dans la mesure où tout le monde a son résultat. Alors que quand il faut attendre son résultat une semaine, au bout d'une semaine, on ne va pas forcément chercher le résultat. On n'a peut-être plus envie autant de savoir que quand au moment où on a fait la prise de sang. Hein. Et en plus, je trouve que l'avantage de ces tests rapides, ça se fait dans un dialogue, ça se fait dans une information, ça se fait dans un contexte de gens qui vous disent « vous faites bien de venir ». Qu'est-ce que vous avez, quelles informations avez-vous besoin, comment on peut parler. Ça se fait dans un environnement. Une approche globale de la prévention finalement. Voilà, on met à jour tout ce qui est nécessaire de savoir en termes de prévention. D'accord. Alors on observe, vous nous avez dit qu'il est possible de vivre presque aussi normalement pour un séropositif que pour un séronégatif avec un traitement. Il est même possible de vivre presque aussi longtemps. Avec un bon traitement, est-ce que ça ne laisse pas craindre une baisse de la vigilance des individus? Parce que finalement, si on se dit, bon bah, puisque le sida se soigne presque, alors on ne guérit pas, mais on peut vivre presque normalement, pourquoi est-ce que je ferais plus attention? Pourquoi est-ce que j'aurai un recours systématique au préservatif? Pourquoi j'irai me faire dépister, etc. En fait, c'est vrai qu'on vit relativement bien avec des médicaments, mais vivre sans médicaments, c'est quand même tellement mieux. Il faut quand même dire ce qui est. Donc la question ne se pose même pas. Vous n'avez pas peur quand même d'une banalisation du virus? Si, on la voit très bien en milieu homosexuel masculin, c'est ce qui se passe, c'est que les jeunes gays n'ont plus si peur que ça, sachant que ils ont vu les générations précédentes mourir, qu'ils savent que maintenant ils peuvent se soigner.
Malgré tout, il est vraiment important de dire que le risque est là, qu'il est très élevé et que la prévention, le préservatif est de loin le meilleur vaccin contre le VIH. Enfin, il n'y a pas de meilleur vaccin que ça, il n'y en aura pas. Et donc, s'infecter par jeu et par défi n'est pas une attitude très intelligente à mes yeux. Non, d'accord. Et donc, pour contrer cette banalisation, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas recourir à des campagnes choc? Vous le disiez, il faut plutôt des campagnes qui sont ciblées sur des populations plutôt qu'une campagne large, une prévention large. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une attitude, oui, assez choc pour montrer, je ne sais pas, faire des actions aussi choc que le faisait Act Up dans les années 90 ou des actions très médiatisées ou tout en étant très ciblé? Je suis inquiète de l'idée d'une campagne choc parce qu'il faut encore une fois, il faut la cibler vers la population gay. Et le choc, enfin, cette population est clairement en pleine discrimination encore actuellement. Discrimination dans le travail, discrimination dans le sport, discrimination dans la vie collective. Cette discrimination me préoccupe beaucoup dans la mesure où, au contraire, il faut amener ces jeunes qui déjà arrivent dans l'homosexualité avec quand même un certain nombre de difficultés. C'est pas simple, quand on est un jeune musulman de banlieue parisienne, de découvrir cette homosexualité. Donc tout ça fait que le sida, c'est au cœur de la vie, c'est au cœur de la vie sexuelle, c'est au cœur de la découverte de la vie d'adulte. Avec tous les jugements possibles et imaginables de différentes parties de la société. Non, moi je ne vois pas avec des campagnes choc, parce que je trouve qu'il faut amener de la tolérance. Il faut amener de la tolérance aux immigrés, il faut amener de la tolérance aux séropositifs, il faut amener de la tolérance à la différence. Et donc voilà, moi c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. D'accord. Et alors, dernière question sur la question de la prévention, est-ce que c'est toujours pertinent d'exclure les homosexuels du don du sang? Puisque finalement, depuis l'affaire du sang contaminé, etc., il y a une grosse sécurité sanitaire autour de cette question. Est-ce que c'est toujours pertinent? Alors c'est une question très compliquée qui donne lieu à des positions très différentes suivant les personnes. Moi je suis virologue, je trouve que du virus et des sujets à risque de contamination existent dans des groupes exposés, donc moi je continue à penser que c'est pertinent. Je comprends très très bien que ça peut être considéré comme une position de discrimination à l'égard de ces populations et que ça renforce la discrimination, je suis d'accord, mais on est face à une épidémie dans ces groupes à risque. Et c'est compliqué, même au moment où vous devez une prise de sang, de déclarer son homosexualité. C'est pas si simple. Parce qu'en fait, au moment où on donne son sang, le test permet de détecter le virus et l'anticorps. C'est ce que je veux dire, dans tous les cas, notre sang est vérifié. Donc c'est vrai que comme le sang est vérifié à la fois sur le taux de virus et le taux d'anticorps, on a de moins en moins de risques d'exclusion. Mais quand même un petit peu. Il en reste un tout petit peu et il y a des problèmes, il peut y avoir des erreurs. Enfin c'est voilà. C'est trop risqué, mais en même temps. Gros, en même temps, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux, de ne pas avoir de discrimination, de faire n'importe quoi, d'avoir des multiples partenaires tous les week-ends et en même temps d'aller donner son sang et cacher la vérité. Donc c'est compliqué parce que ça donne de la discrimination à l'égard de gens qui à la limite ont une vraie démarche de don. Donc je conçois que c'est vraiment compliqué et que ça reste. On met le curseur entre sécurité et ça renforce de la discrimination. Très bien. Et alors, sur une dernière partie à propos du traitement des personnes porteurs du VIH, vous travaillez sur un nouvel outil qu'on appelle le traitement en primo-infection. Donc il s'agit, comme vous le disiez, de dépister très tôt pour pouvoir traiter très tôt. Et à terme, à long terme peut-être, ça pourrait conduire à un arrêt des médicaments, si j'ai bien compris. Très bien. Alors on va refaire un petit peu le cours de l'histoire. Au début, les médicaments étaient relativement toxiques et difficiles à prendre, beaucoup d'effets secondaires et avec des lipodystrophies, l'altération d'état général, modification du visage. Les séropositifs, on le voyait dans la rue, c'est qui était traité et donc c'était difficile. Et puis du coup, cette toxicité, y compris rénale et le taux de lipides, du coup, on avait tendance à traiter le plus tard possible pour laisser cette toxicité le plus tard possible. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que plus on traitait tôt, mieux c'était.
Et donc la question se posait sur les patients qu'on voit faire une primo-infection, un peu comme une grosse grippe, de la fièvre, des ganglions, de la fatigue, couché. Donc il y a des symptômes. Il y a des symptômes pour début beaucoup, de pour beaucoup d'entre eux, pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre eux. Et donc au moment où ils consultent, le docteur était un peu perturbé. Qu'est-ce que je fais? Déjà, pensez à faire un test immédiat. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières années, le traitement systématique en primo-infection n'était pas recommandé. Parce que progressivement les choses revenaient au calme, comme une grippe, ça s'atténuait, et puis le patient restait asymptomatique pendant longtemps. D'accord. Si on revient à tout ce qu'on a dit précédemment, il revient asymptomatique, ok, mais il est bourré de virus dans le sang, dans le sperme, il est contaminant. Et donc maintenant on a double raison. On a montré que traitement très précoce, c'est efficace, on va y revenir. Traitement très précoce, ça empêche les contaminations. Si ce sujet a pris des risques pour se primo-infecter, c'est que vraiment, il va en prendre pour contaminer les autres. Donc le traitement déjà des primo-infectés, des gens en primo-infection, devient très rationnel. C'est doublement intéressant. Voilà, c'est comme la tuberculose. On ne laisse pas un tuberculeux aller prendre le métro et cracher du pétard comme ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est mieux accepté. Ce que l'on a en plus montré, nous, récemment, dans une étude qui a beaucoup de succès, c'est que ce traitement pouvait être très efficace. Ouais. Et chez 15% de ces sujets traités très précocement en primo-infection, relativement longtemps, il y a eu une période où il y a une espèce de mode d'arrêt des traitements, et puis certains patients en peuvent plus. Au bout d'un moment, ils disent, je fais un break, j'arrête le traitement, soit décision eux-mêmes, soit en décision en collaboration avec leur médecin. Et donc ils ont arrêté ces traitements. Et le virus est resté très bas. Et le virus est resté très bas. Et donc j'ai appelé ces patients Visconti, parce que le mot est joli, et que c'était viraux, Immunological Sustained Control After Treatment Interruption. Donc l'acronyme, les patients Visconti sont des patients qui ont 3-4 ans de traitement au moment de la primo-infection, qui ont arrêté depuis 7-8 ans. D'accord, donc ça c'est ce que je veux dire, à long terme, c'est pas que pendant 2 mois, s'ils arrêtent, ça continue, le virus reste pas. On observe sur ces cas plusieurs années de contrôle du virus. Donc on est en pleine effervescence pour comprendre quels sont les mécanismes immunologiques qui font que le système immunitaire vraiment maintient ce virus très bas. Alors, un des premiers résultats qu'on a et qui sont très spécifiques de notre équipe, c'est de montrer que quand on traite très précocement, l'invasion du virus, de l'organisme par le virus se fait beaucoup moins bien. Et du coup... moins de réplication. Moins de réplication. Et du coup, beaucoup moins de cellules infectées dans tout l'organisme. Et du coup, le système immunitaire, il aura peut-être qu'un petit pool de cellules réservoirs à contrôler au lieu d'un grand pool au bout de... Donc ça se comprend que le traitement, finalement, interrompt cette espèce de grande maladie avec plein de cytokines. Voilà, on interrompt tout ça, on interrompt l'établissement des réservoirs et l'envahissement de l'organisme. On traite cette espèce d'état grippal. Et on a un bénéfice à long terme pour un certain nombre d'entre eux. Malheureusement, on ne sait pas le faire pour tout le monde. Donc on a encore beaucoup de choses à trouver. Mais en tout cas, c'est un début prometteur. C'est un début très intéressant, un peu en plus du fait qu'on était un petit peu seul au monde et que maintenant, beaucoup essayent de reproduire, il va y en avoir d'autres. Voilà, ça va faire boule de neige. Est-ce que vous pourriez, pour terminer, pour conclure, nous résumer les quelques recommandations à la fois sociales et aussi médicales qu'a faites le groupe d'experts dont vous faites partie dans le cadre du CNS et de la MRS? Alors, la plus grande évolution, à mon avis, c'est le traitement pour tous. D'accord. Avec cette idée qu'il faut réduire l'épidémie en France et qu'en traitant tous séropositifs, ça va forcément induire une moindre circulation du virus en population générale et du coup, ça va responsabiliser les patients séropositifs, ce qu'on ne faisait pas jusque-là. Sous prétexte de discrimination, on leur disait pas c'est vous qui êtes contaminant. Maintenant, on se permet de le dire. Le traitement va vous empêcher d'être contaminant et donc c'est important pour vous et pour la transmission. Donc traitement de tous avec double raison, double bénéfice. Ça c'est une première chose. Traitement en primo-infection, ça c'est une deuxième chose qui à mon avis. On a aussi le choix des nouvelles molécules, on a bien classé quelles étaient les meilleures
première, deuxième, troisième combinaison. D'accord. Ça aussi fait partie. Il y a des chapitres sur la prise en charge de la procréation médicalement assistée. Ouais. Moi, c'est un chapitre qui me tient beaucoup à cœur. Je trouve que les femmes séropositives, les hommes Tout à fait, séropositifs on n'a pas beaucoup ont parlé accès de à la l'enfant. reproduction Et pour des séropositifs. moi, maman, le désir d'enfant, je ne conçois Tout à fait. pas de l'empêcher qui que ce soit d'avoir un enfant. Et la vie étant normale pour un séropositif, il faut qu'il ait aussi accès à une vie familiale. Donc il y a aussi toute cette prise en charge où il y a une évolution. D'accord. On ne va pas en parler de tout le chapitre, mais il y a pas mal il y a aussi un chapitre sur la primo-infection qui nous tient à cœur, puisque justement on explique bien aux médecins, y compris aux médecins de ville, pourquoi il faut vraiment faire rentrer le plus tôt possible les patients dans l'assiette de soins. Voilà, c'est l'essentiel, c'est ça, avec l'idée qu'il faut qu'on fasse très attention en France à l'économie de santé. Il faut peut-être choisir des lignes thérapeutiques plutôt moins chères que de choisir forcément les dernières, pas le meilleur, mais surtout les dernières nées qui sont toujours les plus chères et qui ne sont pas forcément plus efficaces que les molécules antérieures. Donc encore une question de coefficacité. Encore une question de coefficacité qui me tient beaucoup à cœur. Et puis le troisième point qui aussi nous concerne beaucoup, c'est l'utilisation des génériques. Oui. Est-ce que nous allons pouvoir mettre sous traitement les patients avec des génériques? Est-ce que ces génériques ont la même qualité, etc. Oui. Donc les gens ont cette réticence, comme pour tous autres traitements, mais on voit que là, un certain nombre de ces médicaments, les brevets sont tombés, et donc là encore, on pourrait réduire les coûts. Plus, encore une fois, faire la recommandation. Maintenant, il faut traiter tout le monde. Pour un gouvernement, ça veut dire que ça va être encore plus cher. Oui, ça va être plus cher, mais on recommande en même temps de traiter avec les molécules les moins chères et avec les génériques. Donc voilà, c'est ça vraiment pour moi les nouvelles donnes pour les années à venir. Très bien. Bah, merci beaucoup Christine Rosiot pour votre temps déjà et puis pour la clarté de vos explications. Merci. Et voilà, notre entretien touche à sa fin. À très bientôt sur Bulle de Savoir. Le sida n'est pas une fatalité. On peut bien l'éviter facilement. En suivant les conseils des docteurs. Si à ta vie